Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Soir d'info, la suite avec professeur Djeila Yayawan. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur agrégé des facultés de droit, consultante de l'OMS, de l'OMC et de la FAO, enseignante-chercheur à l'université Hassan Sak de Ziguinchor et directrice du laboratoire d'études stratégiques défense, sécurité et paix du CHEDS, le centre des hautes études de défense et de sécurité. Avec nous également El Hadj Babacar Diop. Bonsoir. Bonsoir, M. Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Magistrat, avocat général près la Cour suprême, vous êtes expert en matière de justice, de sécurité et de coopération internationale. Ancien directeur des services judiciaires, vous enseignez actuellement aux auditeurs de justice le cours portant sur le statut des magistrats au centre de formation judiciaire. Tous les deux membres du comité scientifique du colloque international qu'organise le CHEDS sur le thème souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. Avant de rentrer dans le vif du sujet, professeur Djeila, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le centre, le CHEDS? Merci beaucoup, M. Diop. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, directrice du laboratoire d'études stratégiques défense, sécurité et paix du CHEDS. Et à ce titre, donc, j'interviens également comme membre de la commission scientifique qui a été mise en place pour l'organisation du deuxième colloque international du CHEDS. Le CHEDS, c'est le Centre des hautes études défense et sécurité, et c'est un organe qui a été mis en place depuis 2013. C'est un organe qui est logé au niveau de la présidence de la République, et c'est une institution de formation, un organe de recherche stratégique, et qui intervient donc en guise de conseil, d'éclairage pour les décideurs sur les questions stratégiques donc, qui concernent la sécurité, la défense et la paix. Et donc c'est un organe ici qui est connu pour organiser des événements scientifiques de grande envergure depuis déjà plusieurs années. Et cette année, on revient donc dans le cadre d'un colloque international donc pour discuter des problématiques qui portent sur la thématique générale que vous venez donc de rappeler, sécurité et souveraineté en Afrique de l'Ouest et au Sahel. On va revenir sur la notion de souveraineté avec vous, qui est un sujet de droit, tout à fait. Bien entendu, mais juste un mot sur le programme avec vous, El Hadj Babacar Diop. Oui, merci, M. Diop. Il y a beaucoup d'ateliers. C'est 2 jours du colloque qui seront précédés chaque jour d'une plénière. La première journée, ce sera une conférence introductive sur le même thème, souveraineté avec S, et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, pour des solutions durables. C'est-à-dire qu'on va réfléchir un peu sur tout ça. Chaque journée, après la plénière, il y aura 2 ateliers qui vont se tenir de manière concomitante. Le premier atelier pour le premier jour se portera sur des questions relatives à la coopération sous-régionale et régionale. Vous savez qu'il y a des difficultés avec la CEDEAO et les pays de l'AES. Donc l'atelier 1, le thème c'est CEDEAO-AES, quelle stratégie pour la préservation de l'unité régionale. Très bien. Le deuxième atelier ce même jour, c'est un peu revisiter les problèmes de sécurité relativement à l'extrémisme violent. Et le thème, c'est lutte contre l'extrémisme violent, repenser l'approche collective et réadapter les réponses nationales. La deuxième journée, on aura également une plénière qui va regrouper l'ensemble des participants sur le thème du changement climatique, de la gestion des ressources naturelles et des migrations. Suivi le même jour dans l'après-midi de 2 ateliers. Le premier atelier portant sur jeunesse, migration, quelle solution, avec tous les problèmes que nous connaissons sur la migration. Le deuxième atelier, les contrats d'investissement, la préservation des intérêts nationaux dans un contexte de changement politique et de transition énergétique. Donc voilà un peu le programme qui est assez riche et qui regroupe l'ensemble des problématiques que le thème général soulève. Des problématiques de l'heure, des autorités civiles et militaires sont attendues lors de ce cadre d'échange et de réflexion à vocation internationale. On va revenir là-dessus, mais d'abord, dans un contexte international instable, des États pourtant souverains évoquent de plus en plus la notion de souveraineté. Professeur Djeila, comment définissiez-vous le caractère protéiforme de la souveraineté?
Alors, la souveraineté, comme vous l'avez dit, c'est une notion qui est duale. Oui. Il y a la souveraineté interne, la souveraineté internationale. Au niveau international, la souveraineté, c'est la qualité de puissance d'un État. On sait qu'un État, s'il est indépendant, il devient un acteur de la scène internationale. Et à ce titre, il est dans un rapport d'égalité avec les autres États. C'est ça que la souveraineté est censée signifier au niveau externe, au niveau international. Il y a aussi l'autre pendant de la souveraineté qui est la souveraineté interne. Et à ce titre, on sait quand même que l'État, qui est une personne publique qui est dotée de prérogatives de puissance publique, exerce un pouvoir de contrainte légitime sur les citoyens. Parce que l'État, effectivement, c'est la puissance. Oui. C'est un organe qui est reconnu donc pour ses pouvoirs exorbitants, très importants. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a une crise de souveraineté. Oui. Parce qu'au niveau international, déjà, pour les États africains en général, oui, nous sommes déjà, depuis l'indépendance, dans une situation qui ne correspond pas réellement à l'exercice total de la souveraineté. Nous sommes dans un rapport avec les anciennes puissances coloniales qui traduisent une forme de dépendance, une forme de diktat même qui serait imposée à nos États. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, dans le discours des politiques actuelles, ce thème de souveraineté revient souvent. Oui, pas seulement en Afrique. Effectivement. C'est ça qui peut susciter peut-être une certaine... Voilà, c'est comme si les États étaient en train de se rebiffer. Oui. Il y a ici l'impression que malheureusement, malgré tout ce qui a été chanté, tout ce qui a été dit, proclamé au titre de la souveraineté, on est quand même en face d'États qui quand même souffrent de plusieurs insuffisances. C'est déjà visible, donc, comme je disais, au niveau africain, au niveau de la région du Sahel, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et on sait aussi qu'à travers également les processus communautaires qui sont en cours, on a des organisations communautaires qui sont créées. Et vis-à-vis de ces organisations, il y a un transfert de souveraineté qui s'opère. D'ailleurs, on sait qu'il y a le principe de souveraineté. Absolument. Parce qu'il y a certains éléments de la souveraineté qui sont exercés par les organisations communautaires, CEDEAO, UEMOA, pour ne citer que ces deux-là. Et au niveau de ces organisations, on sait que ces dernières exercent certaines prérogatives qui sont censées revenir aux États. On est parti déjà d'une volonté de prendre en charge des problèmes globaux dans le cadre de ces organisations. Et malheureusement, de plus en plus, on a l'impression que ces organisations grignotent progressivement les prérogatives de ces États. Pour vous donner un exemple, pour ce qui est du droit privé, qui est le champ que je connais le mieux, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Au sein de cette organisation, on sait qu'il y a donc plusieurs États africains qui sont membres, et dans le cadre d'une volonté de simplification, de modernisation du droit. Et malheureusement, au plan judiciaire, il y a aussi un organe de règlement de différends, une cour commune de justice et d'arbitrage qui est mise en place. Et vis-à-vis justement des cours suprêmes nationales, il y a quand même quelques problèmes, je peux dire, ce quelques frictions. Non, parce qu'ils prennent, ils s'arrogent le droit de prendre certaines compétences de ces cours suprêmes. Parce qu'on sait que... et ça s'est fait avec l'assentiment de nos dirigeants. Et je sais d'expérience que dans la jurisprudence, il y a eu des situations. Il y a eu donc des situations où les juges n'ont pas voulu accepter qu'il y ait donc cette procédure d'évocation, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est une forme de pouvoir exorbitant que cette Cour commune de justice et d'arbitrage exerce vis-à-vis des cours suprêmes nationales. Et justement, ça ne s'arrête pas là au niveau judiciaire. Il y a eu certaines affaires qui ont fait date, et d'ailleurs qui ont traduit un tout petit peu cette volonté des juges de ne pas se laisser dépouiller. Parce que finalement, il y a une sorte de dépouillement donc, des juges. Et ça, d'ailleurs, c'est un des aspects. Parce que ça veut dire que sur d'autres éléments également, il y a donc des éléments de transfert de souveraineté qui se passent. Et on se demande si véritablement les États sont d'accord pour opérer ce transfert donc, de souveraineté, ce dépouillement de leurs prérogatives au profit d'un organe supranational. Et d'ailleurs, le président Abdou Diouf avait posé la question au Conseil constitutionnel en 1993. Il avait posé la question, est-ce que c'est naturel qu'il y ait donc certains éléments de notre souveraineté qu'une organisation communautaire va exercer à la place des dirigeants locaux ou bien des pouvoirs locaux. Et le Conseil constitutionnel lui a répondu que ce n'est pas un abandon de souveraineté. C'est un transfert de souveraineté qui est compatible avec le rôle qu'exerce une organisation supranationale. Mais
dans les faits, quand même, je pense que ça peut poser quelques difficultés. Ces processus d'intégration dans lesquels on est enchevêtré, et parfois, est-ce qu'on se pose la question de savoir si ça correspond réellement à nos intérêts? Bon, la question demeure posée. Parce que là, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'AES, avec cette scission, d'ailleurs dont nous allons parler dans le cadre des thématiques du colloque, il y a quand même une forme de refus que ces États donc veulent exprimer à travers cette scission. Le repli est justifié selon vous? Justifié, et ça ne se passe pas qu'au Sénégal. Vous voyez déjà au niveau de l'Union européenne, on parle de Grexit, de Brexit, parce que les États Frexit même. Oui, Frexit, effectivement. Il y a des États, justement, l'extrême droite qui demande est-ce que la France ne devrait pas sortir de l'Union européenne. Parce que justement, ce sont des processus qui ne vont pas toujours dans le sens des intérêts des États membres. Dans le même temps, on dit que l'avenir est aux grands ensembles. El Hadj Babacar Diop, je rappelle que vous avez été directeur des services judiciaires. D'abord, est-ce que vous souscrivez à ce que vient de dire le professeur Djelawane, et qu'est-ce qui, selon vous, explique cette poussée souverainiste? Oui, elle a déjà tout expliqué. La poussée souverainiste s'explique par le besoin des populations. L'exemple qu'elle a donné de cette part de souveraineté qui est donnée à la Cour de commune de justice et d'arbitrage le montre assez souvent. Les populations imaginent n'est que deux personnes qui soient en contentieux à Dakar. Au lieu que le litige soit soumis à la Cour suprême de Dakar, ils vont être obligés de prendre des conseils et de se déplacer jusqu'à Abidjan, jusqu'à la Cour commune d'arbitrage. Donc ce sont des questions vraiment assez pratiques et qui expliquent un peu cette poussée souverainiste des nouveaux dirigeants qui ont tendance sur le plan politique à essayer de mettre en œuvre les aspirations de leur population. Ce qui pose la question également de savoir si cette poussée souverainiste est également quelque chose de viable. Parce que nous sommes dans un monde également où aucun État ne peut se suffire à lui-même. Autant sur le plan sécuritaire avec les menaces qui sont devenues asymétriques. Bien sûr. On ne sait pas d'où ces menaces peuvent venir. Il faut forcément une coopération régionale et sous-régionale pour pouvoir arriver à trouver des solutions viables. Parce que la solution, ce n'est pas la désintégration. Oui, la solution n'est pas la désintégration. La solution, c'est essayer de trouver une structure régionale ou sous-régionale qui puisse prendre en charge les aspirations des populations et qui puisse réfléchir et donner des solutions que l'ensemble des États que compose cette structure pourront appliquer facilement dans leur zone géographique. Professeur Djelawane, toujours sur la notion de souveraineté, est-ce que c'est une notion évolutive, et quelle souveraineté à l'ère de la mondialisation, justement, comme vient de le dire El Hadj Babacar Diop? Voilà. Est-ce que c'est une notion qui est évolutive? Oui, si on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'atténuation à cette souveraineté, au niveau interne, au niveau international. Maintenant, par rapport à la mondialisation, déjà, quand on écoute le discours des politiques actuellement, y compris les dirigeants qui viennent d'arriver, on entend très souvent le mot souveraineté. C'est vrai. Parce qu'on s'est rendu compte que véritablement, est-ce que le fait de fondre les différents États dans un ensemble commun, est-ce que c'est ça la panacée pour sortir du sous-développement? Et on sait qu'au plan justement alimentaire, c'est rabâché, martelé tous les jours la notion de souveraineté. Absolument. Parce que véritablement, on s'est rendu compte que voilà, nous souffrons d'un retard qui est quand même très important. On est loin critique, du compte. Très loin du compte. Absolument. Et on est peut-être en train de remettre en cause tout ce qui a été fait jusqu'ici. Oui. Est-ce que finalement, il n'est pas temps de s'approprier totalement cette notion de souveraineté? Est-ce qu'il faudrait regarder peut-être cette situation de manière impuissante, se laisser dépouiller progressivement de ses prérogatives au profit d'ensembles supranationaux? Je ne suis pas en train de remettre en cause les processus communautaires, même si on en a l'impression. Mais je dis juste qu'à certains points de vue, dans certains côtés, sous certains angles, il faudrait quand même voir, est-ce qu'il ne faudrait pas se recentrer sur soi-même de façon à traiter soi-même les problèmes auxquels on est confronté. Parce que et qu'on n'arrive pas pour lesquels on n'arrive pas à trouver des solutions. Parce que vous pensez que la mondialisation fragilise la souveraineté? Oui, tout à fait. Oui, fragilise la souveraineté parce que le fait justement de faire partie de ces ensembles normatifs supranationaux aboutit de facto, équivaut de facto à un transfert donc de certaines compétences, de certaines prérogatives, au profit donc d'un organe communautaire. En Europe actuellement, en France, avec un peu la fronde des agriculteurs qui ne sont pas d'accord avec l'accord qui a été conclu entre Mercosur et l'Union européenne. Parce que là, on voit que quand même,
il y a plusieurs exemples qui montrent que finalement, est-ce que cette souveraineté, il ne faudrait pas la vivre totalement à l'intérieur de ses frontières. Dans le même temps, les États font face aux impératifs de coopération et de sécurité. Et là, Babacar Diop, jusqu'où placer le curseur? En d'autres termes, il y a un juste milieu à trouver. Oui, justement, vous parlez depuis le début de l'émission de la souveraineté. C'est pourquoi nous, on a mis les souverainetés. Souveraineté avec S. Si on parle de la souveraineté économique, la question de la monnaie, la question de la coopération en matière de commerce international, est-ce qu'un État en autarcie pourrait s'en sortir sur le plan commercial, sur le plan économique? Est-ce qu'avoir sa propre monnaie unique est une panacée de solutions qui pourraient sortir les États de... C'est un sujet d'actualité d'ailleurs. C'est un sujet d'actualité. Bon, je suis magistrat, je ne suis ni banquier ni spécialiste des finances, bien sûr. Mais ce sont des questions qui vont être agitées demain. À partir de demain, je veux dire, sur les 2 jours de colloque, où il y a des experts, des chercheurs d'un peu partout, même des pays de l'AES, qui vont parler de souveraineté avec S. Chaque souveraineté pouvant être considérée comme une problématique qui doit être gérée de manière spécifique et qui vont parler également de sécurité. Avec ce questionnement sur les perspectives des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'on doit la réformer? Ou est-ce qu'il faut réfléchir sur les moyens de ramener ceux qui sont partis à l'intérieur de la CEDEAO? Mais forcément, il faudra que les gens se mettent autour de la table pour en discuter. Et ce colloque est un prétexte, un parfait prétexte pour réfléchir à ça. Sur comme le dit le thème, trouver des solutions durables qui pourront aider les chefs d'État et les gouvernants à cheminer vers cet objectif. Absolument. Et parmi ces souverainetés, on peut ajouter la souveraineté numérique, qui est exactement tout aussi important. Les défis sécuritaires sont immenses dans la région ouest africaine et au Sahel. À titre d'exemple, la guerre a éclaté au Mali en janvier 2012, donc bientôt 13 ans. Les coups d'État sont légion dans cette zone depuis, malheureusement. Ici au Sénégal, nous avons connu une longue période de forte tension politique. Comment instaurer, professeur Djilawad, une paix durable quand les menaces ou les instigateurs viennent aussi de l'intérieur de nos pays? Tout à fait. Je pense que en la matière, qu'il faut avoir une attitude proactive. Je pense que c'est celle du Sénégal. D'ailleurs, le fait de mettre en place le CHEDS contribue à cet objectif. Parce que lors d'un sommet de l'Élysée, le président français François Hollande avait exprimé le souci de voir se tenir des concertations sur le continent africain sur cette question sécuritaire, qui constitue un véritable serpent de mer. Voilà donc plusieurs années qu'on est donc confronté à ces problèmes, qu'on est aux prises avec des questions de sécurité. Et heureusement, je peux dire, peut-être le Sénégal ne souffre pas encore de ces problèmes de sécurité avec l'amplitude peut-être qu'on constate donc dans la région Sahel et la région ouest africaine, Mali, tout ça, toutes ces régions. Et parce que je pense quand même qu'il y a cette réflexion d'envergure, cette veille permanente que le CHEDS opère, mais aussi d'autres organes au niveau national. Et donc qui essayent en tout cas de voir par rapport aux problématiques nouvelles de la sécurité, comment trouver des solutions. Et c'est ça l'objectif que se fixe le CHEDS, c'est ça la mission principale même du CHEDS, j'allais dire. On sait qu'il y a de nouvelles problématiques, la guerre technologique par exemple. Donc là, au sein du CHEDS, on réfléchit sur ces thématiques. Et d'ailleurs, donc, ce rendez-vous régulier qui est instauré, qui constitue une tradition au niveau du CHEDS, constitue une occasion de discuter de ces problématiques, de voir quelles sont les questions brûlantes de l'heure et essayer d'y apporter des réponses. Et grâce aussi à l'appui, à la participation de tous ces experts qui viennent du monde entier. C'est l'occasion justement de souligner un peu l'intérêt de cette participation. Il y a plusieurs officiels de pays, d'anciens ambassadeurs, d'anciens ministres, des personnes qui sont haut placées dans la haute administration de leur pays. Civils et militaires. Voilà, et c'est ce qui constitue justement la marque même du CHEDS. Le fait de pouvoir fédérer toutes ces énergies, afin donc d'aller en profondeur sur ces thématiques, de proposer des solutions qui font ensuite l'objet d'application. Pour vous donner un exemple, quand on parle de la mise en place d'une industrie de défense, ça constitue en tout cas une recommandation du colloque sur les 10 ans du CHEDS. Et ça veut dire que quand même les décideurs
sont à l'affût, ils écoutent ce qui se passe au Chetz Oui. et ils essayent quand même d'en prendre de la graine, comme on dit, pour essayer de devancer tous ces défis qui se posent au plan sécuritaire et je pense que c'est là quelque chose d'important. Alors, on a longtemps pris l'extrémisme violent comme sous le prisme religieux. Est-ce que aussi, je ne sais pas si le magistrat va vouloir répondre à cette question, est-ce que la malgouvernance peut être considérée aussi comme une forme d'extrémisme? Oui, on peut tenter d'y répondre. Oui. Il faudrait aussi qu'on trouve le moyen de faire en sorte que nos gouvernants soient choisis par ceux qu'ils gouvernent. Ça pose la question des coups d'État et des putsch. C'est vrai. Si ça ne peut pas manquer, dès que ça arrive, il faut que les transitions puissent se faire rapidement. Au Mali, le général Goïta vient de repousser la transition de 2 ans à 5 ans. Oui. Au Burkina, le capitaine Ibrahima Traoré, lui, il a repoussé à 5 ans. Et ça entre en vigueur à partir de juillet 2024. Oui. Pour le Niger, le CN, en tout cas la commission qui dirige la transition, ils n'ont même pas pris de date. Oui. Donc, le général Tchani. Voilà, la question également se pose. La Guinée également. Souveraineté et sécurité sont intimement liées. Pour aspirer à une souveraineté, il faut que la sécurité soit là. Oui. Et la souveraineté, elle est d'abord liée au développement du pays. Il faut que tous les aspects de souveraineté dont on se réclame puissent être vraiment mis en avant par les dirigeants. Et pour que ces dirigeants aient cette légitimité, il faut que ces dirigeants soient choisis par le peuple. D'où la réponse à votre question. Sans langue de bois, on peut dire que voilà, il faudrait d'abord verser dans la bonne gouvernance. Absolument. Essayer de développer nos pays avant de vouloir prétendre aux souverainetés et pouvoir régler les questions sécuritaires qu'on ne peut pas régler de manière autarcique, comme je l'ai dit. La sécurité, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire seulement. Et le Chetz a bien compris ça. C'est pas seulement l'affaire des forces armées ou des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde, jusqu'au vendeur d'arachide qui est dans le coin. C'est une question qui concerne tout le monde et tout le monde doit se l'approprier pour participer à la réflexion et pour aider ceux qui sont chargés de gouverner à trouver les bonnes solutions et voilà, une façon de gouverner qui sied en tout cas au plus grand nombre. C'est une forme d'extrémisme violent, la malgouvernance, professeur Dialawan? Je préfère me prononcer là-dessus. Pas de réponse. Malgouvernance, extrémisme violent, parce qu'extrémisme quand même renvoie au djihadisme principalement. Mais justement, on l'a toujours pris sous le prisme religieux, alors qu'il y a, s'il y a différentes formes de violence. Oui, est-ce qu'on peut mettre dans ce lot-là la malgouvernance qui fait mal aussi, pour reprendre ce mot, non? Non, je préfère vous passez. Dans tous les cas, on va parler de la CEDEAO et de la friction avec l'AES, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il faut repenser donc l'intégration africaine pour des solutions durables qui nous ramènent au thème du colloque? Oui, on parle souvent de CEDEAO des peuples. Oui. Je pense que quand on voit un peu comment se déroule le processus d'intégration, on voit que malgré tout ce temps, toutes ces énergies qu'on a consacrées à la question de l'intégration, il y a toujours des lacunes. Il y a toujours plusieurs choses qui manquent et on se pose la question réellement de savoir si ça va véritablement dans l'intérêt des États. C'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Tout à fait. Quand on voit un peu comment ça se déroule. La CEDEAO, l'année prochaine, elle aura 50 ans. Organisation qui a 50 ans et qui n'a pas pour l'heure réussi une de ses missions principales, c'est la création d'un marché commun. Donc union douanière, oui, zone de libre-échange, oui, mais marché commun, pourtant c'est la raison principale qui justifie la création de cette organisation. La ZLECAf peut peut-être jouer la ZLECAf, oui. Mais quand on lit aussi un peu les traités constitutifs de ces organisations, on a un peu l'impression d'un clonage institutionnel. Que souvent, ce sont les traités constitutifs des organisations mondiales ou européennes qui sont reprises telles quelles. Donc ça, c'est un point de vue qui est personnel. Et on se demande réellement... Sans l'adapter à nos réalités. Voilà. Est-ce que ça correspond réellement à nos besoins, à nos niveaux de développement? Parce qu'avant de s'ouvrir
je pense qu'il est capital de devoir travailler d'abord sur soi-même. Et de maîtriser. C'est ce que disait Senghor, enracinement avant de s'ouvrir. Voilà, il faut régler ces problèmes de développement, ces problèmes de sous-développement, déjà à son propre niveau, avant de songer à ouvrir ses frontières aux populations venues d'autres pays. D'autres pays qui viennent fragiliser davantage votre économie. Justement, je vais poser la question et à qui veut bien y répondre. On évoque aussi la mainmise réelle ou supposée de puissances étrangères sur certains secteurs clés de l'économie de plusieurs pays africains. En Afrique de l'Ouest, il y a clairement un vent de désoccidentalisation, si vous permettez ce terme. L'Occident qui a longtemps été le garant de l'ordre international. Est-ce qu'il faut se défaire de ce corset pour instaurer des solutions de paix durable et un épanouissement socio-économique? La question de l'ingérence étrangère est toujours posée, notamment avec cette poussée souverainiste. Ce qui est le plus mis en avant, c'est l'ingérence de l'Hexagone dans les affaires des pays, que ce soit sur le plan démocratique, sur le plan économique. Je ne suis pas vraiment un analyste politique pour aller en profondeur sur ça. Mais en tout cas, les questions sont posées. Je pense que moi-même, je vais être un apprenti, un étudiant plutôt, lors de ce colloque-là pour en connaître un peu plus sur ces questions-là et pouvoir moi-même m'imprégner des solutions qui seront proposées. Un avant-goût, professeur Djelawan, la désoccidentalisation, est-ce que, comment analyser ce vent-là? Donc sur la question des contrats, moi j'estime quand même que c'est une question de souveraineté. Parce que les contrats, ils ont été négociés sous les auspices d'autres régimes politiques et peut-être les nouveaux arrivants. Les nouveaux venus, ils ont quand même ils ont un droit de regard le président sur ces conventions. Et son équipe. Oui, pour le cas du Sénégal, mais même au Mali, ce sont les mêmes problématiques. On est en train donc de déshabiller Jean pour habiller Paul, peut-être. Mais c'est un questionnement qu'on ne peut pas occulter. Parce que nous sommes des économies faibles et nous comptons beaucoup sur ces mannes qui sont tirées des ressources pétrolières, minières, pour justement sortir du sous-développement. Voilà pourquoi il y a cet accent particulier qui est mis donc par nos États sur ces contrats. Et je pense que c'est à juste titre. Au moins pour voir de quoi ils retournent et voir aussi comment on tire son épingle du jeu de ces conventions. Ces sujets cruciaux seront... maintenant, sera bien sûr adressé dans le cadre du colloque. Tout à fait. Il y aura des experts, lors de ce forum, plusieurs participants d'experts d'Afrique et d'ailleurs autour du triptyque défense, sécurité et paix. Et un des objectifs spécifiques sera de mettre en avant des approches pour la préservation de l'unité régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. El Hadj Babacar Diop. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite un colloque aussi stimulant qu'instructif que notre échange de ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.